projet de Lobito s'inscrit dans une vision d'exploitation de nos matières premières. Ce qu'on a fait pendant la colonisation, rien n'a changé. Pourquoi? Ce n'est pas un risque, c'est la réalité. On prend les matières premières, on prend les cuivres, les uns les autres, on les met sur les trains, ça part au port, des ports, ça part soit en Europe, soit en Amérique. Dans la famille. Je viens de vous poser la question sur les questions sécuritaires. Joe Biden n'a pas fait mention à cette question. Est-ce que l'Amérique, encore une fois, a délaissé la RDC? Non, il ne faut pas être naïf. Ceux qui font la guerre sont les Américains. Vous êtes en train d'oublier. La question du 15, ça ne va pas résoudre la crise. C'est une perte du temps. Et on veut seulement calmer les jeux. Parce que Trump, comme mondialiste, dès qu'il arrive, il y a des guerres, ça doit terminer. Donc dans les stratégies, il faut faire semblant que les Congo et les Rwanda ont ces accords de paix. Donc il n'y a pas de crise. Comme ça, l'administration Trump ne va pas s'occuper du Congo. Même quand vous venez avec les dossiers, on vous dit non, non, c'est déjà réglé. Ça s'est passé en 2009. Avant qu'Obama entre à la Maison-Blanche, je me rappelle, le 19 janvier 2009. Donc l'armée rwandaise et l'armée congolaise ont trouvé un compromis en disant la guerre est terminée. Alors que la guerre n'était pas terminée, une version qu'on ne puisse pas tomber dans le cas d'Abiyarimana où on a tiré sur l'avion. Il ne faut pas être naïf. Ces gens sont tellement dangereux. Vous avez vu, ils ont même tiré sur Trump. Pour que vous compreniez que les enjeux sont importants. Hein? Ne prenons pas la vie à la légère. Les enjeux sont très importants. Ces gens veulent sauvegarder leurs intérêts. Les intérêts des globalistes. C'est eux-mêmes là qui sont à l'Est. Donc la peur que Trump entre au pouvoir, entre à la Maison Blanche, en tout cas, beaucoup de cartes seront rabattues. Que faire? Prenons l'avance, disons que Félix Tshisekedi, donc les Rwandais et le Congo, ont trouvé un compromis. Comme ça, Trump ne va pas s'occuper de ce Congolais. Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Global Politique qui sera essentiellement consacré à la visite du président américain Joe Biden en Angola. À ce sujet, nous allons échanger avec le panafricaniste Freddy Mulumba. Bienvenue. Salut cher ami. Comme je l'ai dit, nous allons échanger sur la visite de Joe Biden qui était consacrée au corridor économique de Lobito. D'abord, c'est quoi le corridor de Lobito? Oui, pendant la colonisation, après la conférence de Berlin, il y a eu les capitaux privés portugais, américains, donc anglo-saxons et belges, qui ont construit le chemin de fer de Benguela, qui partait du port de Lobito jusqu'à la frontière avec la RDC. Mais la frontière de la RDC, il est en contact avec un chemin de fer SCC actuellement, qui passait par Kassanji jusqu'à Kolwezi. C'était pour transporter tous nos minéraux, donc le cuivre, vers l'Europe, et ça partait à Hoboken, là où on raffinait tous les cuivres. Hoboken, c'est en Belgique. Donc ça, c'est le cadre colonial. Et après la guerre, quand la guerre a éclaté, la guerre civile, entre MPLA, FNLA, UNITA, il n'y avait pas possibilité qu'on puisse transporter nos matières. Donc, entre les trains, je peux dire un peu, la voie ferrée était endommagée. On ne peut pas faire on peut pas transporter les matières premières. C'était bloqué. Après la guerre de l'Angola, les Chinois sont venus retaper les chemins de fer de Benguela. Donc, des frontières du Congo jusqu'à Lobito, donc à Port Lobito en Angola. Après ça, on a commencé à transporter les matières premières. Ce n'était pas suffisant. L'Angola a privatisé la gestion. Donc, il y a un consortium international qu'on appelle Lobito Atlantic Railways. Donc, c'est une compagnie qui a été créée, je pense qu'elle est basée en Afrique du Sud, mais c'est une compagnie internationale dans laquelle on trouve Transfigura. Il y a trois entreprises qui font partie. Trois entreprises sud-africaines. Non, internationales, qui sont à la base
de la création de l'Obito Atlantic Railways. Donc, le travail de cette entreprise, cette consortium, c'est entretenir la voie ferrée, gérer, mais aussi gérer les ports. Et ils ont eu une concession de 30 ans de la part de l'Angola. Donc, quand on arrive à la frontière, c'est la CCC, notre compagnie nationale de chemin de fer, qui prend les relais. Mais en réalité, nos amis américains, européens n'ont rien apporté. Parce que la Chine avait déjà travaillé tout. Maintenant, ils font les calculs pour connecter, faire maintenant un chemin de fer à partir de la Zambie. Donc, les matières premières, les cuivres zambiens doivent passer par l'Obito pour aller en Amérique. Donc, c'est peut-être ce qu'on pourra encore investir pour connecter ça. Donc, c'est ce qu'on attend voir, ça va donner quoi. Oui, les Américains investissent justement des milliards, précisément 4 milliards de dollars pour cette construction. Mais quel est l'avantage de l'Afrique, particulièrement la RDC, sur le corridor Il n'y a pas d'avantage de l'Obito? Parce que, bon, est-ce que d'une autre part, ce n'est pas une lutte qui est annoncée contre la Chine? Non, avant de voir la dimension géopolitique, il faut voir la dimension un peu, je dirais un peu coloniale, bien néocoloniale. Donc, ce projet de l'Obito s'inscrit dans une vision d'exploitation de nos matières premières. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant la colonisation. Rien n'a changé. Pourquoi? Ce n'est pas un risque, c'est la réalité. On prend les matières premières, on prend les cuivres, les uns les autres, on les met sur les bateaux, sur les trains, ça part au port, des ports, ça part soit en Europe, soit en Amérique. Donc, c'est en Amérique et en Europe où on va raffiner ces matières premières. Nous, on ne gagne rien du tout. Donc, nous restons dans cette vision occidentale, capitaliste, qui a été initiée depuis 1885. Nous sommes les réservoirs de matières premières pour l'industrie occidentale. C'est ça la réalité. Donc, rien n'a changé. Je dirais que c'est le modèle néocolonial. Ça n'apporte rien au Congo. Malgré les échanges entre Félix Tshisekedi et Joe Biden. Ce sont des discours politiques. Mais sur le plan pratique, ils n'apportent rien du tout. Par contre, ils gagnent parce qu'ils prennent ces matières premières, je dirais un peu presque gratuitement, parce que les prix, ce n'est pas nous qui fixons comme d'habitude. On les amène en Amérique. Et là, on va raffiner. Il y aura un surplus. Mais il n'y aura pas de création d'emplois. Est-ce que les Congolais... Il ne faut pas penser au niveau de création d'emplois. Je pense que le président l'a dit dans son discours. Il a dit nous devons faire gagnant-gagnant. Ça signifie qu'il faut que les cuivres, ces matières premières, soient raffinées sur place au Congo. Comment ça peut profiter l'État congolais, à la population congolaise. Mais tant qu'on prend ces matières premières, comme on les fait maintenant, rien ne changera. C'est toujours la même vision de considérer l'Afrique comme le Congo comme un réservoir de matières premières pour l'industrie occidentale. Rien n'a changé. La visite de Joe Biden est marquée justement sur des questions économiques, mais l'Afrique connaît aussi des guerres, l'insécurité, notamment la République démocratique du Congo dans l'Est, qui est agressée par le Rwanda, mais le président américain n'a pas fait mention à cette question. Avant de répondre à cette question, il faut qu'on parle un peu de la géopolitique. Je pense que les Américains, ils sont très clairs, disent qu'ils doivent faire face, il faut contrecarrer la Chine. Donc, la Chine contrôle 80% de nos matières, des mines congolaises. L'Amérique veut aussi avoir sa part. Donc, il y a un affrontement entre les deux. Et ce qui complique la situation, c'est que actuellement, il y a 2 ou 3 jours, les Américains, non, les Chinois, ont décidé de suspendre l'exportation des matières stratégiques, en particulier germanium, anthonium et l'autre gallium, vers l'Amérique. Donc l'Amérique maintenant cherche des endroits où peut se procurer ces matières premières stratégiques. Et parmi ces pays ou bien ces endroits, vous avez le Congo. Donc nous sommes au cœur, je dis, nous sommes au cœur des enjeux géopolitiques, géoéconomiques
et oui, aussi technologique entre l'Amérique et la Chine. Donc, c'est qu'il faut que les Congolais comprennent ça. Et de la manière que vous voyez les petits emplois, il faut que les emplois, ça ne suffit pas. Il faut que les Congos profitent de cette compétition entre ces grandes puissances pour qu'ils puissent aussi s'industrialiser. Je pense que c'est la volonté du chef de l'État. Mais quand on fait les débats, nous voyons seulement des petits emplois. Il faut que les Congos, tout comme l'Afrique, s'industrialisent. On ne va pas s'industrialiser quand on prend toutes les matières premières à l'état brut, on envoie de l'extérieur. Ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'est la dimension géopolitique. Parce que l'Afrique et la Chine et l'Amérique s'affrontent sur le plan technologique actuellement là. Et la plupart des matières premières sont chez nous. Donc ils vont s'affronter. Et la Chine avait, je ne sais pas s'il y a un projet, c'est une route qui va partir de la Tanzanie jusqu'au Congo. Et c'est pour transporter les matières premières congolaises. Toutes les matières premières, parce que la Chine raffine, on peut dire 90%, non, 70% de minerais dans le monde. Donc, tous ces minéraux sont raffinés en Chine. Et les Américains importent de la Chine ces minéraux raffinés. Donc, c'est là où il y a un problème. Maintenant, je pense que les Américains, pour leur sécurité nationale, ils ne veulent plus dépendre des chaînes d'approvisionnement de métaux rares de la Chine. Que faire? Il faut chercher des endroits, des pays où on peut facilement les avoir en sécurité, en particulier le Congo. Il y a à peu près une année ou bien 2 ans que l'envoyé spécial de Biden est venu ici, il a rencontré le président Tshisekedi, il a dit, il a fait une déclaration que le Congo est le pays le plus important au monde parce que ces pays contribuent à l'évolution ou bien à la transformation, à la révolution numérique et transition énergétique. Comme on a toutes ces matières, il ne faut pas que la Chine en profite, il faut aussi que l'Amérique en profite. Là, paraît très clairement. Donc, si nous ne savons pas négocier, si on n'a pas des élites qui sont à la hauteur des enjeux, on va nous rouler. Et par les Chinois, et par les Américains. Ce qu'il faut faire maintenant, il faudrait qu'au niveau du gouvernement, qu'il y ait des hommes solides, compétents, patriotes, des hommes qui aiment ces pays incorruptibles, qui peuvent aller négocier maintenant avec Chinois et Américains pour que le Congo profite. Parce que généralement, quand nos gens vont négocier, ils cherchent 30% de commission. Voilà pourquoi les autres ont compris. Et ces gens aiment la corruption, on les corrompt. Donc c'est là que nous sommes responsables, c'est ce qui nous arrive. Si nous disons demain, il y a un dossier important, nous cherchons les Congolais qui connaissent d'abord le dossier, qui ont l'expérience, incorruptible, des patriotes. On les envoie pour négocier. Je pense que le Congo sera comment dirais-je, bénéfique, donc gagnant. Mais si nous avons des élites qui aiment toujours l'argent, la corruption, donc il ne faut pas espérer. Et l'Amérique et la Chine vont nous rouler dans la farine. Je viens de vous poser la question sur les questions sécuritaires. Joe Biden n'a pas fait mention à cette question. Est-ce que l'Amérique, encore une fois, a délaissé la RDC? Non, il ne faut pas être naïf. Ceux qui font la guerre sont les Américains. Vous avez tendance à oublier toutes les entreprises qui exploitent les matières premières à l'Est, qui exportent, qui sont basées à Kigali, à Ouganda, sont des entreprises américaines qui travaillent avec la Chine. Mais le problème, c'est quoi? Nous avons 80%, nous sommes les premiers producteurs de coltan. Sans coltan, il n'y a pas de téléphone. Et la plupart des entreprises qui produisent des appareils téléphoniques sont installées en Chine. Là, on produit beaucoup plus d'appareils. Ils ont besoin du coltan. D'ailleurs, quand on avait mis, le Congo avait contrôlé les mines de Rubaya, les mines du coltan, il y a eu un rapport des Nations Unies dans lequel on disait non, il faut faire par tout moyen pour que les chaînes d'approvisionnement des matières premières soient rétablies. Donc, le problème, ce n'est pas l'occupation du Congo, la mort les génocides du Congolais ou l'Holocauste de Congolais. Mais le problème, c'est qu'il faut que ces matières premières arrivent chez eux et que ça profite à leur industrie. Et la Chine, et l'Amérique, tout le monde se retrouve. Voilà pourquoi on ne parle pas des questions de l'Est. Parce que si on met la main sur le coltan, je pense que le monde va bouger. Et les gens là vont comprendre, les gens vont bombarder cette mine-là. Dès qu'on bombarde la mine, vous allez voir, ils vont chercher à régler ces problèmes. Mais tant qu'on est là, on part à Luanda, on va négocier, c'est une perte du temps. Il faut vite créer un rapport de force, ou bien on le fait comme la fois dernière, l'État congolais récupère les mines.
très clairement, on met l'armée là-bas, c'est fini. Et dès qu'on met l'armée là-bas, ils seront obligés de négocier avec nous. Mais tant qu'ils les prennent gratuitement, personne ne peut parler de notre crise. Biden, lui, il est là grâce aux globalistes, mondialistes. Ce sont les mondialistes qui font la guerre, qui sont à Kigali, qui sont en Ouganda. Ces gens ne peuvent pas accepter qu'on sait l'arbre sur lequel ils sont assis. Ils ne peuvent pas accepter. Donc, Biden ne peut pas parler de l'Est. Donc, il ne faut pas espérer que Biden et les autres résolvent les problèmes de l'Est. Les problèmes de l'Est, de la guerre, sera résolu quand on va construire un rapport de force, d'abord militaire, deuxième rapport de force intellectuelle, pour construire tous les discours mensongers que l'Occident véhicule dans notre société. Parce que quand vous regardez à Kinshasa, il n'y a pas de débat de fond. Élite corrompue, quelquefois mal formée, hein, ils ne voient pas qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est moins important, qu'est-ce qui est essentiel. Ils ne voient pas tout ça. Donc, ils ont le débat ailleurs. Oui, mais justement, est-ce que notre armée est toujours infiltrée? Qu'est-ce qui a changé? Ils sont toujours là. L'armée est infiltrée. À l'Est, la chaîne de commandement est contrôlée par les anciens IRCD, CNDP, M23. Ces gens ont des liens avec Kigali. Il ne faut pas espérer un miracle. Si nous voulons demain que ça marche, il faut changer la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de commandement et changer l'état-major. Les problèmes, moi j'ai parlé avec un général, il m'a dit la guerre ne se passe pas au Kivu, la guerre se passe à l'état-major ici. Mettons de l'ordre. C'est comme ça qu'avec l'arrivée de Trump, on peut nous respecter. Vous n'allez pas demander à Trump de négocier, de vous aider quand vous-même vous n'êtes pas capable de vous organiser. Donc, nous devons profiter. Quand Trump entre au pouvoir à la Maison-Blanche le 20 janvier, qu'on ait un plan clair, je dis un plan clair pour négocier avec les Américains, carte sur table. Les Américains sont pragmatiques. Et surtout que tous les globalistes qui soutiennent Kagame n'auront pas beaucoup d'accès à la Maison-Blanche. Trump est mondialiste, il est contre il est souverainiste, mais il est contre les mondialistes. Il faut que nous profitions de notre côté. Qu'on aille voir Trump avec preuve à l'appui, monter d'abord les preuves d'occupation de notre pays, d'exploitation, et puis après, regarder l'alternative que nous proposons. Mais là, il faut des gens compétents, honnêtes, des gens de patriotes, incorruptibles, qui peuvent aller négocier avec Trump. Mais si on trouve que ce sont les mêmes voleurs qui vont négocier, il y avait des négociations d'Arusha qui devraient mettre fin à la guerre entre les rebelles Tutsis et Abiyarimana. Ils sont partis à Arusha, ils ont signé des accords. Mais ces accords ont été sabotés par les rebelles soutenus par les Américains parce qu'ils avaient leur objectif. Leur objectif, ce n'était pas la stabilité du Rwanda, leur objectif, c'est arriver au Congo. Je pense que Charles Onana l'a bien démontré dans son ouvrage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par l'assassinat du président Abiyarimana avec les Burundais. C'est ainsi que Paul Kagame, avec ces gens, ont pris le pouvoir à Kigali. C'était presque, on dirait un peu, un coup d'État. Ils sont morts, ils ont pris le pouvoir, ils sont arrivés jusqu'au Congo. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Premier élément. Deuxième élément, ces négociations du 15, ça ne va pas résoudre la crise. C'est une perte du temps et on veut seulement calmer les jeux parce que Trump, comme mondialiste, dès qu'il arrive, il y a des guerres, ça doit terminer. Donc, dans les stratégies, il faut faire semblant que le Congo et le Rwanda ont signé des accords de paix, donc il n'y a pas de crise. Comme ça, Trump, l'administration Trump ne va pas s'occuper du Congo. Même quand vous venez avec les dossiers, on vous dit non, non, c'est déjà réglé. Ça s'est passé en 2009. Avant qu'Obama entre à la Maison-Blanche, je me rappelle, le 19 janvier 2009, les troupes rwandaises, donc l'armée rwandaise et l'armée congolaise ont trouvé un compromis en disant la guerre est terminée. Alors que la guerre n'était pas terminée, c'était seulement pour calmer les jeux, pour que Obama ne puisse pas s'intéresser à la crise congolaise. Parce que quand vous amenez ça sur la table, on vous dit non, cette question a été déjà réglée, il y a des accords. Donc ils jouent le même jeu, les jeux qu'ils ont joué en 2009 sur Obama, ils veulent les jouer maintenant en 2024, 25 sous Trump. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne négocie pas. Nous allons mieux négocier après le 20 janvier, quand Trump sera à la Maison-Blanche.
Et c'est là que nous allons maintenant aller amener nos problèmes, nos discussions avec des alternatives, avec l'alternative en face de Trump, en face des Américains. Parce que c'est une nouvelle administration. Donc la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame ce 15 décembre ne sera donc est inutile. Non, c'est une diversion. Okay. C'est une diversion, il faut qu'on fasse beaucoup d'attention. Une diversion qu'on ne puisse pas tomber dans les cas d'Abiyarimana où on a tiré sur l'avion. Il ne faut pas être naïf. Ces gens sont tellement dangereux. Vous avez vu, ils ont même tiré sur Trump. Pour que vous compreniez que les enjeux sont importants. Hein? Ne prenons pas la vie à la légère. Les enjeux sont très importants. Ces gens veulent sauvegarder leurs intérêts. Les intérêts des globalistes. C'est eux-mêmes là qui sont à l'Est. Donc la peur que Trump entre au pouvoir, entre la Maison Blanche, en tout cas, beaucoup de cartes seront rabattus. Que faire? Prenons l'avance. Disons que Félix Tshisekedi, donc le Rwanda et le Congo, ont trouvé un compromis. Comme ça, Trump ne va pas s'occuper de ce Congolais. Donc, c'est une diversion. Nous, on ne négocie pas. Nous allons négocier après l'arrivée de Trump par cette nouvelle administration. Et comme la guerre vient de l'Amérique, si nous voulons terminer cette guerre, allons en Amérique. Ce sont les Américains qui sont à la base du génocide congolais. Ce sont les Américains qui sont à la base des pillages. Le Rwanda et l'Ouganda, on les a utilisés comme des négrés d'État moderne. Donc, aujourd'hui, c'est une opportunité pour les Congolais. Il faut que toutes les élites nous comprennent. Allons en Amérique, Trump à la Maison-Blanche, avec tous les problèmes, solutions et alternatives. Et pour cela, il faut des hommes solides, bien formés, patriotes, des gens qui ne peuvent pas trahir notre peuple. Je pense qu'on a toute une histoire. Le Lumumba est décédé, assassiné. Mouzé Kabila est décédé, assassiné. Le papa de Félix Etienne Tshisekedi n'est pas entré au pouvoir. Il est mort opposant. Tout ça parce que les gens se battent pour la liberté de ce pays. C'est une chance exceptionnelle qu'il faut saisir pour que le pays devienne indépendant, pour que notre peuple profite de ses richesses. Ce n'est pas normal qu'un pays soit trop riche, une population pauvre, des élites étourdies. Et quand nous parlons avec des amis, ils disent on ne vous comprend pas. Pourquoi vous pleurez? La vie est faite ainsi, il faut se battre. Mais ici, on vous dit non, il faut être gentil, et on va régler le problème. C'est une naïveté. Donc, nous devons nous battre. Si les Américains ne sont pas d'accord avec nos intérêts, sans contrer ça avec nos intérêts, à nous engager des rapports de force. Ça peut après les rapports de force qu'on va négocier. La vie est faite ainsi. La vie des États, c'est ça. Donc, si nous pensons que nous allons prier, nous pensons que nous allons pleurer, on aura pitié de nous, c'est une erreur. Donc, sous élites intellectuelles de faire son travail. Mais malheureusement, vous avez des élites, pour la plupart, corrompues, étourdies. C'est très dur, mais il faut le dire. Parce que les étrangers ne comprennent pas. Il y a beaucoup d'universitaires ici, les petits Rwandais, avec tous ces bandits occidentaux, viennent nous malmener chez nous. Aucun sens de sacrifice, ne fait sur le plan intellectuel, de construire ces discours, ces mensonges occidentaux. Rien du tout. Donc, c'est à nous maintenant de prendre notre destin en main. Trump est là, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Si on ne saisit pas l'opportunité que Trump nous offre, il faut mettre la croix sur le Congo et nous allons connaître une recolonisation comme en 1885, où des puissances, des grandes puissances, je dirais la Chine et les États-Unis, et des puissances moyennes, la Russie, non, la France n'est pas une puissance. Je parle de quel pays non, la Turquie, l'Inde, vous avez l'Arabie Saoudite avec d'autres. Le risque, c'est partager le Congo. Sans nous, ça sera une deuxième recolonisation. On ne peut pas comprendre un pays, un peuple qui a été martyrisé, qu'un peuple qui a été dominé, chosifié, 130 ans après, que les petits frères, les petits-fils de ceux qui nous ont colonisés viennent encore hériter l'exploit. Donc, nous avons notre destin à main aujourd'hui. Il faut des sacrifices. Le Lumumba s'est sacrifié pour ce pays. Il n'a pas accès au pouvoir. Il a accès au pouvoir 3 mois après, on l'a assassiné. Rien ne peut se faire sans sacrifice. C'est ça le message que j'envoie à tous ces Congolais qui pensent que nous aimons la paix. Il faut aimer le conflit, aimer la guerre, parce que c'est la guerre qui met de l'ordre. Quand quelqu'un vient vous attaquer, il faut que vous soyez capable de vous défendre. Ne pas vous croiser les bras pour devenir des esclaves des autres.
C'est là où la dimension psychologique intervient. Donc, il faut libérer l'imaginaire du peuple congolais, avoir un imaginaire de combat, de battants, et se ressourcer dans l'histoire de ces pays. On a connu Kimbangu, on a connu la dame Kimpavita, on a connu Moulele, on a connu Lumumba, on a connu qui encore ici, Mzee Kabila, on a connu Etienne Tshisekedi, des grands résistants. Il faut que la jeunesse se reconnecte à ces figures de résistance, à ces figures des gens qui sont battus pour l'indépendance, pour recréer de bonnes conditions de libérer notre pays, notre peuple de la domination des capitalistes prédateurs. Aujourd'hui, ils ne sont plus seulement européens, américains, ils sont chinois, ils sont japonais, ils sont coréens. Donc si on ne comprend pas ça, on va se perdre. Parce que je vois les discussions ici, prenons celui-ci contre l'autre. C'est faux. Et là, je rappelle ce qui s'est passé avec l'Angola. Pour que les gens comprennent, les grandes puissances ont des lignes rouges qu'ils ne peuvent pas traverser. Il y avait l'Union soviétique et l'Amérique qui s'affrontaient en Angola. Mais il y avait des contacts entre Moscou, entre Kremlin et la Maison Blanche. Ils se parlaient au téléphone. Mais comment l'Angola s'est libérée? C'est quand Castro a décidé d'envoyer à peu près 40 000 militaires noirs, cubains, avec toutes les armes en Angola pour faire la guerre. Et c'est Castro qui a conduit la guerre à partir de la capitale Havane, au Cuba. Voilà comment l'Angola est arrivé, est devenu indépendant. Parce que le peuple angolais a consenti beaucoup de sacrifices, mais aussi aidé par nos frères noirs qui étaient partis à travers la traite négrière au Cuba. Voilà comment l'Angola s'est libérée. Donc, c'est pour vous dire, si aujourd'hui le Congo veut s'en sortir, moi je ne pense pas qu'il faut aller voir les autres. Nous avons notre présence en Amérique. Alors en Amérique, nous avons nos frères noirs qui sont là-bas. D'ailleurs, quand vous parlez à New Orleans, vous avez des Congolais. Il y a des Congolais en Amérique. Allez les faire voir, expliquer que c'est l'Afrique qui est malmenée. Les mêmes qui ont fait l'esclavage, la traite négrière, veulent revenir. Les Nord-Américains, comme ils sont dans un système politique en Amérique, peuvent influencer. Mais ne pensez pas mettre les autres en conflit. Dire non, la Russie va attaquer l'Amérique, la Chine. C'est une erreur. Ces gens se battent pour leurs propres intérêts, pour leurs propres puissances. Qu'on ne soit pas naïf. Monsieur Freddy Mulumba, c'est la fin de notre échange. Je vous remercie. Merci de nous avoir invités. Chers internautes, continuez de vous abonner sur notre chaîne YouTube Le Grand Congo. Au revoir.